Bon, en fait, moi j'avais une première question en introduction. Compte tenu de mon âge, le rapport Meadows, ça fait quand même, Club de Rome, ça doit faire 52 ans à peu près. À l'époque, on ne disposait pas de toutes ces données dont vous parlez et qui pourraient faciliter la transition. Pourtant, les conclusions du rapport étaient quand même, en plus quand on se situe dans le contexte de l'époque, très très fortes. Depuis, on a les rapports du GIEC, périodiquement, qui peuvent paraître quand même un petit peu, quelquefois un petit peu, même s'ils apportent beaucoup de faits, un petit peu, pas très radical par rapport à la nécessité de changement. Alors, vous dites aussi dans votre dernier livre avec Razmik Kocheyan, vous dites que finalement, malgré une sorte de frénésie institutionnelle, il y a les dégâts écologiques n'ont jamais été aussi importants. Donc comment expliquer qu'au fil des années, depuis maintenant plus de 50 ans, grosso modo, il n'y a pas grand-chose qui se passe. En tout cas, pas à la mesure de ce qu'il faudrait faire. Vous avez tout à fait raison, c'est un bon point de départ de souligner qu'il y a une prise de conscience écologique qui est manifeste depuis une cinquantaine d'années, et c'est pas seulement une prise de conscience, mais aussi une action institutionnelle très importante. Aussi bien au niveau des États, avec la création de ministères, d'agences spécialisées, que des accords internationaux, mais aussi que des codes volontaires des entreprises, toutes ces choses-là se déploient et prétendent prendre en charge la crise écologique. La crise écologique, la crise climatique, mais aussi d'autres dimensions, la dimension du plastique, et de la déforestation par exemple, ou de la biodiversité. Donc on a bien une frénésie d'action. Et en dépit de cette frénésie d'action, la crise écologique ne fait que s'intensifier. Alors, il y a ici ou là des améliorations qui ont pu avoir lieu. Par exemple, le trou dans la couche d'ozone a pu être contenu par un accord international dans les années 80. On a aussi des éléments de dépollution de telle ou telle rivière. Donc, il y a des choses qui existent. Mais la dynamique générale est bien celle d'une intensification, d'une aggravation de la crise écologique. Alors, pour quelles raisons ? Il y a plusieurs raisons. Et les écologistes ont souvent mis l'accent sur l'idéologie de la croissance. Quelqu'un comme Dominique Pestre, par exemple, a fait un papier il n'y a pas très longtemps où il s'interroge sur l'impasse dans laquelle se trouvent les politiques écologiques. Il dit au fond, il y a un consensus autour de la croissance. Les capitalistes ont besoin de croissance, bien sûr, pour leur profit, mais les politiques ont besoin aussi de croissance pour avoir des ressources fiscales et pour générer suffisamment d'emplois. Et donc, finalement, il y a une forme d'accord social sur la croissance qui est extrêmement difficile à dépasser. Et ça serait donc cette fétichisation de la croissance qui serait au cœur du problème. Et le fait est que croissance et dégradation écologique vont bien de pair. On peut imaginer théoriquement une forme de découplage entre la croissance et l'impact écologique. Mais ce qu'on peut imaginer ne se corrobore pas là encore dans les faits. Ce qu'on observe, c'est au contraire une très forte corrélation entre l'impact écologique et la croissance économique. Donc là, il y a bien un verrou. Mais peut-être qu'on ne va pas assez loin si on se pose que cette question de la croissance. Parce qu'après tout, dire qu'il ne faut pas de la croissance ou que la croissance ne suffit pas, c'est quelque chose d'assez consensuel. Ursula von der Leyen, par exemple, a participé à un sommet Beyond Growth, au-delà de la croissance, qui a eu lieu à Bruxelles il y a quelques mois, au printemps, et où il y avait un grand nombre d'académiques qui étaient réunis. Et dans le cadre de ce sommet, elle a dit oui, effectivement, il faut regarder au-delà de la croissance, parce qu'après tout, la croissance, c'est pas l'essentiel. C'est pas ce qui compte pour l'avenir de nos enfants, c'est pas ce qui compte pour notre qualité de vie, pour notre santé, etc. Et pourtant, la croissance reste là. Alors peut-être que finalement, le problème n'est pas tant l'idéologie de la croissance, mais que les contraintes effectives qui posent sur les agents en fonction de la logique du système économique qui pousse à la croissance. Autrement dit, la logique du profit et la logique de l'accumulation qui est au cœur du capitalisme. C'est une des thèses que défend ce livre. Et le point de départ, c'est vraiment l'idée qu'il y a une forme d'impasse à penser qu'on va pouvoir intégrer dans le capitalisme la contrainte écologique, l'idée de capitalisme vert. Alors pourquoi ce capitalisme vert, d'après nous, n'est pas possible? On détaille toute une série de raisons dans le livre, mais je voudrais en évoquer principalement 3. La première raison, c'est tout simplement le fait que dans le capitalisme, on ne sait pas démanteler, on ne sait pas faire des profits avec quelque chose qu'il va falloir détruire, enlever. Voilà, bon. Or, la bifurcation écologique, en grande partie, va consister
à se défaire d'équipements qui sont trop polluants, comme des aéroports en surnombre, ou comme des usines chimiques dont on aura décidé de se passer, ou comme des raffineries dont on va réduire le nombre. Bon. Donc cette logique du démantèlement est quelque chose qui est très difficile à prendre en compte par le capitalisme. Et de ce point de vue-là, l'idée de faire campagne pour le désinvestissement, comme l'ont fait un certain nombre d'ONG, comme 350.org, peut avoir des effets intéressants du point de vue de l'agitation, hein, faire pression sur la communauté financière pour qu'elle se désengage de l'industrie fossile, mais ça ne suffit pas. Hein. Le véritable problème, c'est de socialiser le coût du démantèlement. Hein. Le capitalisme ne sait pas faire des profits individuellement avec du démantèlement. Donc là, il y a déjà une tâche qui nécessairement relève de la puissance publique, de la collectivité. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui est très important, c'est le fait que faire entrer dans le système prix la nature, donner un prix à la nature, ce qui est fondamentalement l'idée qui est proposée aujourd'hui. Hein. L'idée, c'est qu'on va avoir des nouveaux indicateurs, un nouveau PIB qui va prendre en compte les services à la nature. Cette idée d'un nouveau PIB qui prenne en compte les services à la nature, elle suppose qu'on peut comparer la qualité de l'air associée à une forêt et la qualité de l'eau liée à la pollution ou à la dépollution d'une rivière, qu'on peut comparer des espèces comme une espèce de grenouille que l'on trouverait dans les glaciers avec une espèce d'oiseau à un autre endroit. Donc cette idée qu'on puisse comparer ces choses-là qui sont fondamentalement différentes est finalement comprise dans l'idée de donner un prix à la nature, ou donner plutôt un prix au service rendu par la nature. C'est une aberration. Et cette aberration, au-delà du problème de la comparaison, c'est aussi l'aberration qui consiste à penser que l'on peut remplacer de la nature par du capital. Hein, les économistes, ils ont tendance à dire la chose suivante. Mais écoutez, certes, on pollue, on dégrade la nature, mais c'est pas grave, on investit, et donc grâce à l'investissement, on va devenir plus riche. Or, cette idée de substituabilité de la nature, du capital à la nature est une idée fondamentalement erronée. Au contraire, le capital, les investissements ne fonctionnent que dans la mesure où un environnement est maintenu avec une certaine qualité. Ce problème-là est vraiment très très important. C'est toujours donc dérivé à cette histoire de donner un prix à la nature, mais c'est très important parce que ça suppose qu'on peut léguer aux générations futures une nature dégradée. Et c'est d'ailleurs l'hypothèse qui est faite par un grand nombre d'économistes. Ils disent, ben voilà, quand on va essayer de calculer le prix du carbone, on va appliquer un taux d'actualisation en fonction des dégâts qui vont être associés aux émissions de carbone et le prix qu'il faudrait mettre aujourd'hui. Et ce taux d'actualisation, il n'est rien d'autre que le fait qu'on considère qu'on peut dégrader en partie la nature et léguer un environnement de moindre qualité aux générations futures. Donc là, il y a un problème fondamentalement scientifique. On ne peut pas comparer des choses qui sont incomparables dans la nature. On ne peut pas remplacer du capital par du capital la nature, mais aussi éthique. L'idée que l'on puisse décider consciemment de léguer aux générations futures un environnement dégradé plutôt que d'avoir comme position de principe de leur léguer un environnement complet. Peut-être un dernier point encore là-dessus qui n'est pas tout à fait négligeable, c'est que si l'on réfléchit bien, donner un prix au service rendu par la nature est complètement aberrant du point de vue logique. Pourquoi ? Parce que quel serait le prix total de la nature ? Le prix total de la nature, eh bien, il est infini. Évidemment, le prix, il est mesuré par rapport aux collectivités humaines. Et le prix total de la nature, il est infini puisqu'il n'y a pas d'existence humaine sans la nature. Et donc, si le prix total est infini, le prix de chacune de ces fractions ne peut pas non plus, lui, être fixé. Donc là, il y a vraiment un problème scientifique, un problème de connaissance, qui devient aussi un problème politique après, mais associé à la pensée économique mainstream en ce qui concerne la transition écologique et donc la perspective du capitalisme vert. Alors, on pourrait peut-être rajouter un dernier élément, qui est lié plus à la conjoncture du capitalisme actuel. Aujourd'hui, il y a des politiques, on sent que le néolibéralisme est un peu chancelant. Il y a de nouveaux genres de politiques qui se mettent en place, on reparle de protectionnisme, on a de nouveau de l'intervention publique pour soutenir des investissements. Bon, il se passe des choses aux États-Unis principalement, mais peut-être aussi en partie en Europe. Et au fond, on pourrait se dire, bien finalement, le capitalisme va être capable de se réagencer et de prendre en charge finalement le pilotage de l'activité privée à distance pour pouvoir prendre en compte la crise écologique. Eh bien, on peut être sceptique de ce point de vue-là en raison de l'héritage des politiques néolibérales. Un des grands problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, c'est que l'État est fortement affaibli. Les capacités de l'État sont fortement affaiblies. Et la capacité à discipliner
le capital ne tombe pas du ciel. Elle a deux déterminants. Le premier déterminant, c'est le fait de pouvoir contraindre le capital. Autrement dit, la liberté de circulation des capitaux. Si les capitaux peuvent partir comme ils veulent, eh bien c'est extrêmement difficile d'avoir des politiques publiques qui soient autres que incitatives. Parce que si vos entreprises ne sont pas contentes, eh bien elles se barrent et vont investir ailleurs. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème est associé tout simplement à la taxation et la capacité d'avoir des taxes suffisantes pour pouvoir investir dans l'activité publique et donc avoir des gens qui sont compétents, formés, bien payés et qui sont donc capables de faire face à l'expertise qui est propre au secteur privé. Et de ce point de vue-là, là aussi, on sait qu'on a des faiblesses extrêmement importantes, héritées de cette impuissance de l'État organisée pendant la période néolibérale. Donc pour résumer, le capitalisme vert est une aporie pour plusieurs raisons. La dernière raison, on vient de le dire à l'instant, c'est que l'héritage néolibéral fait que la capacité de l'État à piloter l'économie est contrainte par les libertés du capital et par l'affaiblissement lui-même de l'État. La deuxième raison, c'est associé à cette idée qu'on puisse donner un prix à la nature. Un prix à la nature, c'est quelque chose qui ne tient pas la route, qui est finalement une illusion très dangereuse. Et puis, troisième élément, c'est l'idée qu'on puisse bifurquer, c'est-à-dire changer de notre relation à la nature en tant que société, donc en tant que système économique, en faisant prendre en charge par le privé cette bifurcation. Or, une grande partie de cette bifurcation, c'est du démantèlement. Et du démantèlement, eh bien, c'est quelque chose que le capital ne sait pas faire. D'accord. Alors, vous l'évoquez là dans votre réponse à la première question. On est tous, enfin, plus ou moins, comment dirais-je, sous l'hégémonie de cette culture mainstream de l'économie. Et donc, vous évoquez dans votre ouvrage, avec votre collègue, je crois que vous utilisez une citation d'un auteur dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui a nécessité de décoloniser notre imaginaire économique. Et est-ce que c'est finalement pas un préalable? Parce que finalement, quand on pense aux écoles de commerce, aux universités, est-ce que vraiment on remet en cause cet imaginaire économique qui nous imprègne? Alors ça, cet argument, c'est un argument qui a été développé par Stephen Marglin. Stephen Marglin est un économiste radical qui est professeur à Harvard, qui enseigne encore en première année à Harvard, et qui a beaucoup travaillé en économie post-keynésienne, ou quelque chose l'économie assez formaliste. Mais il a aussi un certain nombre de travaux qui relèvent plus de la critique de l'économie en tant que science elle-même, et en particulier de la critique de l'illusion du développement. Et c'est dans ce cadre-là qu'il développe cette idée de décolonisation des imaginaires. Et par là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a un problème avec l'idéologie de la croissance, l'idéologie de l'économie, du développement par l'économie, c'est que cela finalement homogénise notre rapport au monde, notre mode d'existence. Et vu les défis auxquels est confrontée l'humanité, il est très important de conserver d'autres manières d'exister dans le monde. Et en particulier, l'argument de Marglin, c'est contre l'idée d'appliquer les recettes d'occidentalisation aux pays du Sud. En tout cas, il faut laisser l'espace pour que les pays du Sud décident eux-mêmes de comment faire, mais avec comme visée d'essayer de préserver d'autres manières d'être au monde. Donc ça résonne par exemple avec un certain nombre de revendications des peuples indigènes en Amérique latine qui ont été très fortes. Alors cette critique, elle est intéressante, et je pense effectivement, je partage ce souci de préserver autant que se peut les différentes façons d'être au monde. Mais elle est aussi, à mon sens, insuffisante. Parce que la réponse qui a été, c'est un sentier qui a été suivi aussi par un certain nombre de courants décroissants, c'était de dire finalement, si on doit décoloniser nos imaginaires, eh bien il va falloir revenir à, pour employer un terme qui est très courant dans ces réseaux-là, à une forme de convivialité comme modalité centrale finalement de l'organisation, de la coopération à l'échelle locale. Donc l'idée c'est qu'on va avoir de la convivialité, on va avoir des rapports de proximité au niveau local, et c'est ça l'alternative finalement au capitalisme mondialisé et technicisé qui détruit la nature. Alors, quel est le problème avec cette thèse-là? Alors cette thèse-là, elle a évidemment quelque chose de séduisant. Elle a deux choses de séduisantes. La première chose, c'est qu'elle montre bien la dynamique, on pourrait dire en philosophie, de réification, c'est-à-dire de transformation en objet, en chose qui abîme et les êtres humains et la nature associés à la logique de développement du capital. C'est vrai, c'est quelque chose de puissant et de destructeur. Il y a aussi une deuxième chose qui est intéressante dans cette thèse, c'est l'idée qu'en revenant au niveau local, on va pouvoir donner davantage de maîtrise aux individus. Les individus vont pouvoir davantage prendre en main leur destin.
Néanmoins, à mon sens, cette thèse est pour le moins limitée ou insuffisante, pour la raison suivante. Eh bien, toutes les expériences qu'on peut imaginer de retour au niveau local s'inscrivent malgré tout dans une division du travail qui aujourd'hui est extrêmement forte, extrêmement puissante. Ne serait-ce que dans ce bureau-là où nous sommes, avec nos habits, les appareils avec lesquels nous filmons, l'ordinateur, les livres qui ont été fabriqués, les meubles, etc. Tout ça représente du travail réalisé par des milliers et des milliers de personnes, probablement des dizaines de pays ont été mobilisés. Bon. Et tout ça est dans chacune des pièces dans lesquelles on vit, sur chacun de nous en tant qu'individu. Dire que l'alternative au capitalisme mondialisé, c'est revenir tout de suite à des formes localisées de convivialité, c'est quelque chose où il n'y a pas de chemin. On est pris dans cette division du travail, on ne peut pas y échapper. Et donc, qu'on soit heureux ou pas heureux avec elle, en tous les cas, c'est un problème qu'il faut prendre en charge. Et la question de la planification écologique, c'est bien celle-ci. C'est-à-dire comment on fait pour prendre en charge et re-réguler le métabolisme vis-à-vis de la nature sans ignorer cette dimension macro, systémique, dans laquelle nous sommes vraiment pris et à laquelle il n'est pas possible d'échapper, en tous les cas à court terme. D'accord. Alors, la planification, dans votre ouvrage, vous prenez plusieurs exemples historiques. En fait, moi j'ai passé ma vie dans le multinational, dans le domaine financier, et je n'ai pas cessé de planifier sans arrêt. Et dans le même temps, sur cette longue période, eh bien, les États, enfin notamment la France, ont vu leurs ressources en termes de compétences, vous l'avez dit tout à l'heure, être considérablement réduites, à tel point que on voit les scandales de dépenses avec les grands cabinets de stratégie, les grands cabinets de conseil, etc. etc. Et alors, l'État va reprendre vraiment la première place dans la planification écologique, mais comment va-t-on faire à partir du moment où les compétences ont été, comment dirais-je, pour une bonne part supprimées ? Il y a un truc terrible à réaliser, là. Oui, enfin, terrible une fois que le diagnostic est posé et que la volonté est là, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire, on peut former des gens, on peut les recruter, on peut avoir un certain nombre d'encadrements des revenus qui font que les revenus extrêmes du secteur privé sont remis en cause. On peut, et d'ailleurs, il y a... s'il y a eu un certain nombre de compétences qui ont quitté l'État, il y a encore beaucoup de compétences dans les États. Des compétences qui souvent sont malmenées, insuffisamment mobilisées, dénigrées, mais il y a aussi une idée de remobilisation de l'action publique, de la fonction publique. Ce livre, c'est un livre foncièrement réaliste et il parle de beaucoup de choses. Mais une des choses qu'il dit, c'est que à gauche, on a sous-estimé l'administration. L'administration était très dénigrée. Eh bien, on voudrait aussi rendre ces lettres de noblesse à l'administration comme un des moments du politique. Le politique, la démocratie, ça ne peut pas être la réunion permanente, décider sur tout le temps. Non, c'est décider, prendre des engagements et faire en sorte que cette action, cette volonté publique soit effectivement déployée. Qui le fait ? Eh bien, c'est l'administration. Et donc, redonner sa place, sa légitimité à l'administration, effectivement, une des conditions de la planification écologique. Et ce livre s'y met au centre, il ne met pas au centre, mais un de ses héros, c'est donc cet enjeu de l'administration, c'est parce que c'est un livre qui est fondamentalement réaliste. La méthode que l'on propose ici est une méthode qui consiste à penser l'utopie. Bien sûr, la planification écologique telle qu'on le souhaite n'existe pas. Il y a des simulacres de planification écologique, pourrait-on dire, en tout cas dans le cas de la France, où il y a quelques éléments qui ont été mis en place, mais c'est très, très embryonnaire. Donc, sur quoi on s'appuie ? On s'appuie sur des expériences de planification qui, elles, ont réellement existé ou existent réellement. Quelles sont-elles ? Eh bien, on parle notamment de la planification en France dans l'après-guerre. Ouais. On parle notamment de la planification telle qu'elle peut exister en Chine aujourd'hui. On parle aussi d'éléments de non-planification, mais de socialisation qui pourraient jouer un rôle, comme ça a été le cas dans le cadre de la social-démocratie suédoise. On parle de planification comme cela a été débattu au Chili sous Allende, très brièvement, avant le coup d'État de Pinochet en 1973, ou encore comme cela a eu lieu dans des modèles autoritaires développementistes comme le cas de la Corée du Sud. Bref, on va chercher un peu ces éléments de planification et on essaie de dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui pourrait être utile. Et puis aussi, qu'est-ce qui devrait être différent. Deux grosses différences. Première différence, peut-être la différence la plus flagrante, la plus importante, c'est que la planification écologique est une planification qui n'est pas productiviste.
hein. Toutes les planifications que j'ai citées précédemment s'inscrivent dans une logique de développement, de rattrapage, d'augmentation de la production, hein. Là, il s'agit de planifier différemment. Il s'agit de planifier pour gouverner par les besoins, c'est-à-dire décider en fonction des priorités qui sont les nôtres, de quelle manière on va pouvoir occuper les limites planétaires qu'il s'agit de respecter pour garantir des conditions de vie soutenables dans la durée pour la communauté humaine. Donc c'est une logique de planification très différente de ces logiques productivistes. Deuxième différence, alors même si elles sont plus ou moins autoritaires, il y a eu en tous les cas un grand nombre de planifications qui étaient autoritaires. Le cas de la Chine aujourd'hui, bien sûr, la Chine est un pays autoritaire en tous les cas, même si sa planification, on pourrait en discuter, a des éléments de flexibilité. Le cas des modèles développementistes comme celui de la Corée du Sud était véritablement des dictatures. Bon, donc il y a des modèles autoritaires évidemment associés à la planification. Et bien sûr, je n'évoque pas le cas de l'Union soviétique, mais que peut-être tout le monde a en tête, c'était ce que Agnès Heller appelait une dictature sur les besoins, dans le sens où effectivement un certain nombre de besoins étaient satisfaits pour la population, mais la délibération sur les besoins n'existait pas. C'était le Parti communiste qui fixait ses priorités et avec des effets de gaspillage extrêmement puissants. Donc vous voyez, le recours dans notre méthode des utopies institutionnelles, c'est comme ça qu'on l'appelle, à différentes expériences historiques ou à différentes expériences qui existent aujourd'hui, a pour objet à la fois de voir ce qu'il est possible de redéployer, mais aussi des problèmes, d'anticiper sur des problèmes qui pourraient se poser, hein. À la fois en positif et en négatif, on fait un travail comparatiste qui est comparatiste géographiquement et aussi d'un point de vue historique. Alors, c'est vrai pour les modèles de planification directement, c'est vrai aussi pour la discussion des institutions aujourd'hui développées sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Les institutions très importantes, c'est en particulier la question de la comptabilité écologique. Aujourd'hui, il y a des débats sur la comptabilité écologique qui sont absolument vitaux, hein, des débats qui se situent au niveau des comptables nationaux et des comptables d'entreprise. Là, il y a vraiment des choses qui sont très importantes. Alors, pour en dire un mot peut-être, du point de vue de l'approche mainstream, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure, qui consiste à essayer de donner un prix à la nature, hein, donc des services rendus par la nature. À l'inverse, d'autres comptables comme André Vanoli, hein, qui est un comptable français disparu récemment, évoquait l'idée d'avoir un inventaire permanent de la nature. Autrement dit, une comptabilité de la nature en nature. On compte les espèces, on compte les pollutions, on compte la qualité de l'eau, etc. Et donc on mesure ça, et évidemment on ne pourra jamais connaître parfaitement la nature. Elle est toujours plus loin que notre connaissance, finalement, elle la dépasse. Mais néanmoins, on peut avoir un certain nombre de connaissances importantes pour pouvoir mesurer, hein, notre impact et essayer de stabiliser ce métabolisme-là. Et puis, il y a également des enjeux de comptabilité plus au niveau microéconomique, au niveau local, au niveau des écosystèmes. Et alors là, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Eh bien, il ne s'agit pas de faire, comme le mainstream nous dit, de compter l'impact sur la nature dans la mesure où ça peut impacter les profits. Parce qu'évidemment, si on peut dégrader la nature sans que cela impacte les profits, dans ce cas-là, on ne le prend pas en compte. C'est exactement ce que dit la comptabilité aujourd'hui dominante, les normes IFRS, hein. Oui. Bon. Par contre, d'autres alternatives, une alternative a été développée, notamment par des comptables de Dauphine à Paris, de AgroParisTech, c'est l'approche dite CARE, et eux, ils disent la chose suivante. On doit regarder au niveau des écosystèmes ce que l'on souhaite préserver, quelles sont les parties prenantes qui impactent ces écosystèmes, les habitations, les entreprises, les administrations qui touchent ces écosystèmes, et il faut réguler l'activité de ces différents éléments de manière à les préserver. Et là, on compte combien ça coûte de ne pas polluer, combien ça coûte de réparer une zone humide qui a été dégradée. Bon. Donc de cette manière-là, on ne donne pas un prix à la nature, mais par contre, on reconnaît bien qu'il y a un travail qui consiste à préserver celle-ci ou à restaurer celle-ci. Et donc, celui-ci, il faut le comptabiliser. Et cette idée de comptabiliser le travail nécessaire, le coût, hein, de préservation ou de rétablissement, de restauration de la nature, est quelque chose de très important, parce que ça permet de décider quelle organisation est viable et quelle organisation n'est pas viable. Là, vous voyez, on a une contrainte écologique forte, si vous voulez, au niveau microéconomique, quelque chose qui est un critère décisif, à mon sens, pour pouvoir mettre effectivement en œuvre une bifurcation écologique.
Oui, parce que la comptabilité, c'est éminemment politique, même celle qu'on connaît, mais la comptabilité écologique, c'est encore plus politique. Et on l'enseigne, la comptabilité écologique? Alors ça commence juste, hein. On est très en retard, à la fois en économie écologique, en comptabilité écologique. Ça fait quelques années que ces choses-là se développent, mais oui, il y a des cours qui commencent à prendre en charge ces choses-là, absolument. D'accord. J'ai une question avant de revenir au gouvernement des besoins sur à peu près c'était, je crois, dans les années 70, les accords de Montréal, là vous l'avez évoqué tout à l'heure, là on est parvenu au niveau international à prendre des mesures contraignantes pour empêcher que la couche d'ozone soit ravagée. Mais qu'est-ce qui fait que finalement on ait pu à un moment donné prendre ces mesures contraignantes alors qu'on a pu rencontrer on aurait pu rencontrer dans les années après des accords sur des mesures contraignantes aussi, et on n'y arrive pas. Et alors pourquoi c'est arrivé à un moment donné, puis après ça ne se passe plus, quoi? Bien, dans le cas de l'accord de Montréal, c'est principalement parce que des alternatives technologiques ont permis de ne pas changer grand-chose et de résoudre le problème. La difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, faire passer à l'échelle des économies massivement décarbonées, pour en rester au changement climatique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. De la même manière, pour les plastiques, hein, aujourd'hui il y a beaucoup de plastiques qui polluent. Bon, ben là encore, c'est des coûts importants déployer ça de manière coordonnée à l'échelle mondiale, c'est quelque chose de difficile. Il y a des intérêts puissants qui s'y opposent, associés à l'industrie fossile, à l'industrie chimique. Donc voilà, la bataille est en cours. Il n'y a pas d'impossibilité absolue. Mais il faut bien voir que ce n'est pas principalement non plus une logique de contrainte qui peut faire fonctionner ça à l'échelle globale. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle globale, il n'y a pas véritablement d'état de légitimité. Bon. Donc c'est une logique de coopération, de diffusion, d'influence des différents acteurs sur l'ordre international. Les accords sont très importants, bien sûr, mais il faut quelque chose de plus que des accords. Hein. Quelque chose de plus que des accords. Une des questions peut-être qu'on peut embrayer légèrement là-dessus, qui nous est souvent posée à propos de la planification écologique, qui est de dire, mais la planification écologique dans un seul pays, mes amis, c'est un échec promis. Alors évidemment, dans l'idéal, la planification écologique à l'échelle mondiale et démocratique, ça serait formidable. Et évidemment, je serais le premier à soutenir un tel horizon. Un tel horizon, malheureusement, ou enfin en tous les cas, c'est comme ça, n'a pas la moindre chance d'exister dans l'immédiat pour la simple et bonne raison que les communautés politiques sont aujourd'hui fragmentées et n'existent pas directement à l'échelle mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on a en tête ? Quelle est la perspective qu'on peut se donner? Eh bien, des perspectives d'abord de coopération qui peuvent exister. Un pays impulse et puis on peut avoir des éléments de planification qui sont coordonnés entre différents pays. Mais plus fondamentalement, l'idée, le pari que l'on fait avec ce livre, c'est que la crise écologique, elle n'est pas là pour... elle va durer longtemps. À la fois, il y a une urgence extrême, et à la fois, c'est un problème dont on ne va pas pouvoir se débarrasser sans le traiter sérieusement. On vit dans un moment réactionnaire aujourd'hui, où cette question écologique, finalement, est très mal traitée et dénigrée par une grande partie du champ politique, mais ils ont beau faire, le problème sera toujours là. Et donc, dans un tel contexte, le pays ou les pays qui les premiers vont agir et inventer les institutions adéquates pour prendre en charge la crise écologique vont avoir un rôle de pionnier. Et des éléments de diffusion de ces institutions vont pouvoir exister. On peut penser à une analogie qui est la Révolution française. La Révolution française a inventé un nouveau genre d'institution, un nouveau genre de problème. Et évidemment, ça n'a pas été linéaire, mais il y a quand même eu un effet de diffusion extrêmement important. Bon. Eh bien, aujourd'hui, il va falloir que ça aille plus vite. Mais dans l'ère de catastrophe écologique dans laquelle nous entrons, les pays qui, les premiers, vont mettre en œuvre ce type d'institution de planification écologique vont jouer un rôle de pionnier, un rôle d'inspirateur pour beaucoup d'autres pays, puisque tout le monde va devoir prendre en charge cette question-là. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a un pays qui est un peu plus en avance que les autres, ou carrément plus en avance que les autres dans ces avancées-là? Non, ça serait difficile. Il n'y a pas de pays qui mettent en place la planification écologique telle qu'on l'appelle de nos voeux. D'ailleurs, il faudra peut-être la définir dans un instant. Mais il y a tel ou tel pays qui a des avancées intéressantes. Quelque chose dont on avait à discuter, par exemple, on est en Suisse là tout de suite, c'est le fédéralisme suisse. Le fédéralisme suisse, c'est un inspirateur puissant dans notre réflexion sur le caractère
caractère démocratique de la planification écologique. Bien sûr que la planification sera d'autant plus efficace que les citoyens, les personnes, les travailleurs peuvent avoir leur mot à dire sur la façon dont sont définis les besoins et les contraintes. Et donc plus on est proche du niveau local, plus cette densité démocratique est importante. De ce point de vue-là, le fédéralisme suisse est assez remarquable, avec à la fois une capacité d'intervention très forte au niveau du centre et une démocratie locale et des moyens d'action très, très importants. Ça peut être un élément d'inspiration. On parlait de la Chine tout à l'heure. Oui. On en parle beaucoup dans le livre. Pour quelle raison ? Parce que la planification chinoise, elle aussi, est en dépit du fait que formellement la République de Chine ne soit pas fédéraliste, est en fait très fédérative. La logique de la planification chinoise, c'est effectivement des grands objectifs qui sont définis au niveau du centre, mais ces objectifs sont déclinés de manière différente au niveau des régions. Et il y a finalement beaucoup d'expérimentation. Et il y a un cycle en fait dans la planification chinoise. Des objectifs sont définis, les différentes régions les poursuivent à leur manière, on fait un bilan à mi-parcours et ensuite on arrête les expériences qui ont échoué, on s'en inspire pour transformer et on s'inspire de celles qui ont marché pour transformer d'autres régions. Donc il y a à la fois cette logique d'impulsion centrale, mais de recherche de solutions au niveau des différentes régions, et finalement un jeu d'expérimentation qui donne beaucoup de vitalité, de flexibilité à la planification. Si on doit faire une des critiques des formes de planification d'après-guerre, par exemple dans le cas de la France, c'était quelque chose qui a favorisé beaucoup des monocultures industrielles. En particulier, par exemple, le cas du nucléaire, qui a été vraiment appliqué de manière uniforme. C'est aussi quelque chose que l'on a en tête. L'idée de favoriser une logique fédéraliste dans la planification, de favoriser l'expérimentation, c'est aussi de donner de la flexibilité pour ne pas nous bloquer dans un seul sentier qui serait un sentier qui serait éventuellement voué à l'échec, même si on ne s'en rend pas compte au moment où on le prend. C'est favoriser une forme de diversité et institutionnelle et technique pour faire face aux enjeux écologiques. D'accord. Alors, pour en revenir à gouverner par les besoins, donc à un moment donné, il faut démocratiser au maximum la définition de ces besoins, mais il faut les déterminer par rapport à une contrainte globale qui est celle des limites de la planète. Et donc, ce qui n'est pas très clair dans mon esprit, c'est quelle est l'institution qui va finalement déterminer cette contrainte globale à l'intérieur de laquelle, jusqu'au plus bas niveau des citoyens, on va définir les besoins. Vous avez raison, c'est très important de clarifier ces éléments-là. En fait, lorsqu'on parle de planification écologique, autrement dit de gouvernement soutenable par les besoins, eh bien, on peut penser finalement quatre moments qui doivent s'articuler. Le premier moment, c'est celui effectivement des scénarios. Celui où, d'abord au niveau local, mais ensuite au niveau régional, et puis avec des formes de validation par le Parlement au niveau central, on a finalement le choix entre différentes orientations possibles. Alors on ne va pas délibérer du nombre de chaussettes qu'on va produire. On va discuter par grand secteur et par territoire, quels sont les quotas que l'on se donne pour développer telle ou telle activité. Alors je parle de quotas, mais je parle de quotas de quoi ? Je vais revenir dans un instant dessus, je parle d'investissement. Bon. Mais ces scénarios, on va les construire à partir d'un calcul, et c'est le deuxième temps, c'est le calcul écologique. Le calcul écologique qui consiste effectivement à prendre en compte par la comptabilité écologique les contraintes. Et donc finalement le travail d'élaboration des scénarios, c'est une articulation de ces deux moments. Un moment où d'un côté on délibère au niveau local puis au niveau plus central et enfin avec validation par le Parlement sur des scénarios qui ont été élaborés en fonction des priorités qui sont exprimées socialement et des contraintes écologiques qui sont établies par les scientifiques. Donc c'est un moment finalement de bataille. Un des héros du livre, c'est Otto Neurath. Otto Neurath, il dit quelque chose. Il dit la chose suivante. Il dit, au fond, la planification démocratique, c'est le combat entre la personne ordinaire et les experts. Eh bien, c'est exactement ça. Ce moment-là, c'est le moment où, en gros, on délibère, on choisit, mais on choisit sur quelque chose qui peut effectivement exister. Et quelque chose qui peut effectivement exister, ça veut dire prendre en compte la connaissance scientifique sur la contrainte écologique, et puis aussi les fonctions de production qui permettent d'établir quels sont les impacts des différentes activités sur la nature. Donc ça, c'est, si vous voulez, les deux premiers moments. Le moment de la délibération,
sur les besoins confrontés au calcul écologique et articulé au calcul économique. Et puis ensuite, il faut que ça se déploie. Une planification écologique, c'est pas juste décider de priorité, il faut effectivement que ça ait lieu. Et de quelle manière cela peut se déployer? Eh bien, le premier moment, et qui est vraiment le moment absolument décisif, c'est celui de la socialisation de l'investissement. Si vous voulez, là où la planification écologique a quelque chose de radical, c'est qu'elle propose d'approfondir la démocratie en soumettant à la délibération une décision qui aujourd'hui est le monopole des entreprises privées et des investisseurs. Autrement dit, décider de quelle manière, dans quoi on investit, c'est-à-dire de quelle manière on transforme notre modèle productif et notre modèle de consommation. C'est ça fondamentalement l'investissement. Ce sont les usines, ce sont les infrastructures, ce sont les bâtiments que l'on va construire et qui vont donner forme à notre économie dans la période qui vient. Eh bien, cette décision qui est principalement monopolisée par le secteur privé doit être socialisée dans notre modèle. Ça veut dire que les scénarios que j'ai évoqués précédemment ont comme modalité de déploiement une transformation de l'investissement, des priorités en termes d'investissement. Alors, discutons un peu concrètement comment ça se déploie, ces priorités de l'investissement. Il y a deux modalités principales, il y en aurait d'autres, mais deux modalités principales qui sont mises en avant dans le livre. D'abord, toutes les entreprises de planification ont eu en commun cette chose-là qui est décisive, c'est un secteur public suffisamment fort dans ce que Lénine appelait les hauteurs stratégiques de l'économie. C'est un terme que reprennent d'ailleurs les dirigeants chinois, mais c'était exactement la même chose en France dans l'après-guerre. Les grandes sociétés de transport, les grandes sociétés d'énergie, les grands établissements de travaux publics, bon, toutes ces choses-là doivent être nationalisées pour pouvoir donner à l'État, à la puissance publique, les moyens d'impulser la direction dans laquelle évolue la structure de l'économie. Cette dimension contrôle des hauteurs stratégiques de l'économie est absolument décisive pour donner une forme d'impulsion. C'est le premier levier, si vous voulez, de déploiement des priorités du plan. Le deuxième levier concerne plus spécifiquement le contrôle indirect de l'investissement. Le contrôle indirect de l'investissement, c'est essentiellement à travers la politique du crédit. Qu'est-ce que c'est que la politique du crédit? Eh bien, c'est l'idée que par secteur et par territoire, on donne des quotas de crédit en décidant vous pouvez investir tel montant dans tel secteur et tel territoire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les entreprises, les organisations peuvent déposer des projets et faire valider leur crédit à ces banques d'investissement. Des banques d'investissement qui peuvent être spécialisées ou territoriales. Bon, là, il y a toute une variété de modèles qui peuvent être invoqués. C'est très important cette idée de socialisation du crédit, parce qu'à la fois, c'est quelque chose qui permet de surmonter le monopole privé sur la question de l'investissement, donc de faire en sorte qu'il y ait bien des priorités qui soient décidées collectivement, qui se déploient, et en même temps, c'est un moyen de préserver une forme d'autonomie pour les producteurs. Il n'y a pas de décision au niveau central sur la technologie qui va être déployée, sur le détail du design de telle ou telle production. Et donc on évite, si vous voulez, avec ce genre de dispositif, les errements que l'on a pu connaître dans la planification autoritaire que l'on avait, par exemple, dans les pays de l'Est, et où, de l'autorité publique, on avait des modes de consommation qui étaient très, très contraints, avec très peu de variété. Donc, laisser de l'autonomie pour les producteurs, laisser de la possibilité d'innovation, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous et que permet cette socialisation de l'investissement à travers la fonction du crédit, qui est donc indirecte, qui permet de préserver une autonomie au niveau local. Et puis, il y a un dernier moment de la planification. Donc, délibération, comptabilité, socialisation de l'investissement. Le dernier moment, c'est ce qu'on appelle la demande émancipée. Eh bien, la demande émancipée, c'est l'idée que finalement, au-delà des priorités de l'investissement, au-delà de cette délibération des scénarios, il y a une forme d'expression directe de la demande, de satisfaction directe de la demande qui doit être prise en compte. Demande collective, et ça, c'est des choses que l'on peut, qui existent déjà. C'est les services publics. Les services publics existent, ils sont plus ou moins développés selon les pays, mais tous les pays ont des services publics et on peut considérer que dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine peut-être des transports publics ou pourquoi pas dans de nouveaux domaines comme la réparation, il faut développer, approfondir les services publics. Et qu'à travers ce type de satisfaction des besoins de la population, on peut gérer à la fois des priorités en termes de choix de satisfaction des besoins et incorporer des impératifs de soutenabilité.
Il y a aussi un autre élément de consommation qui est très important, c'est la consommation individuelle. Chacun, chacune a ses marottes, ses préférences, et aime les exprimer à travers ses actes de consommation. Et aime le faire de façon responsable. Et il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, vont participer à des AMAP ou à des coopératives d'achat. Certains sont adhérents d'associations de consommateurs. Et ils essayent par ce biais-là de peser sur la manière dont ils consomment et essayer d'être plus responsables. C'est des choses qui sont très intéressantes et très importantes, mais qui ont aussi leurs limites. En particulier, les AMAP sont essentiellement au niveau local, et on va pouvoir décider peut-être du type de légumes que l'on consomme, mais ça va être beaucoup plus difficile d'exercer à travers les AMAP sa consommation responsable pour, que sais-je, le matériel d'escalade, si vous êtes aficionado d'escalade par exemple, ou le matériel de musique, si vous êtes aficionado de musique. Bon. Et dans ces cas-là, eh bien oui, qu'il y ait une forme de compétences d'expression, des compétences du consommateur qui puissent se réaliser, qui puissent être partagées entre les consommateurs et peser sur la production, c'est quelque chose qui est important. Et donc cette émancipation de la demande peut exister à notre sens, elle est déconnectée d'une logique de réunion territoriale ou d'une proximité comme les AMAP, mais elle peut exister à travers ce qu'on appelle des cybersoviets, et on explore un peu les détails d'un tel modèle dans le livre, avec cette idée de communauté numérique qui serait favorisée par les institutions de la planification écologique pour peser sur les producteurs et imposer des normes de soutenabilité, mais aussi d'innovation. Aujourd'hui, il y a déjà une mobilisation par les entreprises privées de ces connaissances des consommateurs, mais il n'y a pas vraiment c'est plutôt de l'accaparement, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de capacité de peser. Donc l'idée, c'est par le jeu institutionnel, de transformer les rapports de force. Donc voilà, là, on a un peu un panorama général de ce qu'est la planification écologique. Délibération par des choix démocratiques confrontés aux connaissances des experts, la comptabilité écologique, et puis des institutions pour déployer cette planification écologique, avec donc d'un côté la socialisation de l'investissement, qui passe à la fois par des entreprises publiques, un secteur public important, mais aussi une forme de socialisation de l'investissement avec une politique de crédit, et puis de manière plus fine, une logique de service public et une logique d'empowerment, de montée en puissance du pouvoir des consommateurs au niveau local, mais aussi dans des communautés numériques. Mais est-ce que, pour mener au succès une telle bifurcation, est-ce qu'il faut faire évoluer considérablement le droit ou créer carrément un nouveau droit? Quand on pense au bouquin de Katharina Pistos, c'est quand même impressionnant, le Code du capital, on se dit mais comment sortir de ça, quoi? Non, vous avez absolument raison, et c'est effectivement une des institutions sur lesquelles on met l'accent dans le livre, c'est la question du droit. Ouais. D'une certaine façon, le droit, comme la comptabilité, est une des médiations par lesquelles on peut faire advenir cette planification écologique. Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de droit dans le livre? Eh bien, on parle notamment de droit constitutionnel, du rôle des constitutions vertes. Parce que s'il s'agit, à travers la planification écologique, d'augmenter la démocratie, d'augmenter son champ, il s'agit aussi de s'engager collectivement dans la longue durée. Et les constitutions sont faites pour cela. Elles permettent d'arrêter un certain nombre de priorités qui sont des priorités auxquelles on va se référer dans le temps long et qui permettent de réguler finalement notre activité démocratique. Donc cette idée de constitution verte est extrêmement importante, avec l'idée de donner des droits. Alors il y a plusieurs modalités, à travers le droit de la personne à la dignité. On peut, par ce biais-là, faire entrer la question environnementale, puisqu'après tout, vivre dans un environnement malsain est considéré ou peut être considéré comme une atteinte à la dignité. Il y a d'autres éléments qui peuvent être considérés, donner des personnalités juridiques à des entités naturelles. C'est aussi une direction qui est prise par certains secteurs du droit. Donc voilà, cette idée d'un droit de l'environnement, et en particulier de constitution verte pour consolider la planification écologique, est très important. Bon. Il y a aussi une autre idée qui est très importante. L'approfondissement de la démocratie n'est pas du tout un gadget. On parle de démocratie augmentée. Parce qu'on se rend bien compte que dans le moment réactionnaire dans lequel on vit aujourd'hui, eh bien, les idées écologiques, elles sont fragiles, pour ne pas dire minoritaires, à la hauteur, en tous les cas, de ce qu'il faudrait mettre en place. Et notre conviction, c'est que la démocratie qualitative, la démocratie qui n'est pas la démocratie issue principalement d'apostrophes dans des débats télévisés, mais qui se donne l'occasion d'échanger des arguments de fond, permet d'accoucher de décisions tout à fait responsables.
Et l'expérience des assemblées citoyennes qui ont pu exister ces dernières années dans différents contextes montre que finalement, il en ressort souvent des décisions très radicales, alors qui ne sont pas suivies des faits, bien malheureusement. Mais la démocratie, finalement, qui se donne les moyens d'être qualitative, est quelque chose qui permet d'aboutir à des choses substantielles. Donc on a aussi cette idée donc on détaille un peu les institutions démocratiques que l'on envisage, on parle de commission de post-croissance, si vous voulez, pour pouvoir incarner cette idée d'une démocratie plus qualitative. Néanmoins, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est important, on pense qu'il faut toujours garder cet aspect de démocratie indirecte pour valider cet élément de continuité par rapport à nos systèmes politiques actuels, donc de démocratie parlementaire qui permet de valider les scénarios. Mais le travail d'élaboration de ceux-ci doit revenir à des institutions plus qualitatives du type de ces institutions de commission de post-croissance que j'évoquais, qui rassemblent des parties prenantes, qui permettent d'aller au fond de la discussion. Alors, j'avais une question aussi, dont on a beaucoup débattu tous les deux, c'est sur l'importance du numérique pour finalement aider à cette transition, à cette bifurcation écologique. Et donc, quand on a lu votre précédent bouquin Techno-féodalisme, on se dit mais comment faire, quoi? Et donc, comment utiliser ce fabuleux outil qu'est le numérique, mais qui par ailleurs est un outil et aussi en même temps d'aliénation dans le système actuel capitaliste. Alors ça, c'est une question extrêmement importante et sur laquelle on a beaucoup discuté dans la rédaction du livre pour essayer de trouver l'équilibre qui était juste. On ne voulait pas à la fois verser dans un solutionnisme numérique qui dirait finalement tous les problèmes de la connaissance liés à la planification au XXe siècle sont résolus par les ordinateurs et on peut y aller franchement et ça sera simple. Ou alors, à l'inverse, un versant technophobe qui dirait le numérique mène nécessairement à la réification, à la destruction et du coup il n'y aura pas d'espace pour celui-ci dans une société soutenable. Alors, évidemment, ces deux positions ont un point. Évidemment que le numérique est aujourd'hui un outil de réification et de destruction écologique. Bon, on peut le documenter de façon très, très simple. On sait que l'empreinte écologique, en particulier énergétique, des nouveaux dispositifs associés à l'intelligence artificielle, par exemple, est extrêmement important et croît à une vitesse alarmante. Bon. On sait aussi, par exemple, que la santé mentale des jeunes est aujourd'hui massivement dégradée par une surexposition aux écrans. Donc cette idée qu'il y a une forme de réification et de la nature et de l'humanité avec des effets destructeurs puissants associés au numérique est absolument exacte. De l'autre côté, il serait aussi complètement illusoire de penser qu'on pourrait prendre conscience et finalement reprendre le contrôle sur la crise écologique en se passant des outils du numérique. Je voudrais vous donner un exemple qu'on prend dans le livre, c'est celui des émissions de méthane. Les émissions de méthane, elles sont très importantes, c'est un puissant gaz à effet de serre qui agit de manière beaucoup plus forte que le CO2, même si c'est à plus court terme. Aujourd'hui, ces émissions de gaz méthane sont massivement sous-déclarées. Et comment on le sait? Eh bien parce qu'à travers l'observation satellitaire, on peut contrôler en temps réel aujourd'hui l'ensemble des émissions de gaz, y compris de méthane, et donc on réalise à ce niveau-là qu'il y a une forme de sous-déclaration très importante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ces outils de cette couche finalement numérique et en partie spatiale d'observation de la Terre est un outil puissant pour réguler les enjeux énergétiques, contrôler l'évolution de la biodiversité et finalement se donner les moyens en tant qu'espèce d'avoir un rapport plus responsable à la nature. Si on ne le connaît pas, cet impact sur la nature, comment peut-on le gouverner? Alors là, il y a un sociologue qu'on cite dans le livre aussi qui s'appelle Göran Sörnbank, un sociologue suédois, et qui un peu à contre-tendance, fait l'hypothèse que nous serions dans un âge de progrès. Bon. Parce qu'effectivement, on voit beaucoup de destruction. Le climat actuel est bien anxiogène pour des raisons très, très justes, très profondes. Guerre, inégalité extrême, destruction écologique. Bon. Mais ce que nous dit Sörnbank, c'est que finalement, la conscience que l'on a de cette logique systémique, eh bien, elle est inédite dans l'histoire. Jamais l'humanité n'a eu autant conscience des désastres qu'elle provoquait. Et finalement, cette conscience de l'espèce par elle-même est aussi un signe d'espoir. C'est-à-dire que là, il y a un levier pour pouvoir agir. Donc le numérique a aussi un rôle à jouer là-dedans. Cette conscience, elle s'appuie aussi sur des instruments numériques qui nous permettent de savoir en temps réel ce qui se passe aux quatre coins de la planète. Alors comment faire entre ces deux pôles, quoi? Celui de la réification et de la destruction associée au numérique, et puis celui d'une conscience de l'humanité qui repose en grande partie sur des outils numériques. Eh bien, il va falloir discriminer dans les usages du numérique.
discriminer entre les usages qui sont frivoles et essentiels. Peut-être avoir moins d'accès à des vidéos à la demande en permanence et avoir par contre des outils de comptabilité écologique suffisamment précis qui soient déployés. Peut-être aussi discriminer entre des besoins aliénants et des besoins et des actes émancipateurs. Des formes aliénantes de consommation associées au numérique, il y en a de très nombreuses et on sait le caractère addictif, par exemple des réseaux sociaux. Donc peut-être que là, il y a des éléments de régulation qui peuvent être aussi libérateurs. Et d'un autre côté, des usages du numérique associés à peut-être des procédures démocratiques, à la mise à disposition d'un certain nombre d'éléments de pilotage des scénarios dont on discutait tout à l'heure, peuvent jouer leur rôle. Autrement dit, discriminer dans les usages du numérique. Alors, ça peut sembler un peu délirant de parler de discrimination dans les usages du numérique à un moment où on est tous et toutes habitués à pouvoir faire à chaque instant ce que l'on souhaite avec nos écrans. En fait, c'est pas si ahurissant que ça, et c'est même très discuté aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des régulations qui sont en train d'être décidées un peu partout sur l'exposition des enfants aux écrans. C'est une forme de discrimination dans les usages du numérique. Mais il y a aussi eu d'autres précédents. Par exemple, au moment de la pandémie. Au moment de la pandémie, il y a eu un accord qui a été signé entre Netflix et l'Union européenne pour que Netflix utilise moins de bande passante en diminuant un peu la qualité de ses vidéos, de manière à garantir l'accès au télétravail pour les salariés. Donc ce type de décision, eh bien, on va être amené à le prendre davantage à l'avenir. Le numérique, autrement dit, doit être soumis, comme les autres aspects du système productif, à la contrainte écologique, et on va devoir discriminer entre ce qui est essentiel et désirable, et ce qui n'est pas désirable ou superflu. D'accord. Alors vous dites clairement qu'il faut subordonner le calcul économique au calcul écologique. Et alors, si on peut utiliser ce terme-là, le calcul social, quid dans cette équation? Comment le traiter? Alors, donc, la méthode qu'on propose est la suivante. C'est un calcul écologique qui permet de définir un espace des limites planétaires à l'échelle des pays. Donc on redéploie à l'échelle des pays, on évalue. Il n'y a pas d'objectivité à ces limites planétaires. Elles sont sujettes à des controverses scientifiques. Et ensuite, la manière dont on répartit cette contrainte-là est quelque chose aussi qui est un acte politique. Mais donc là, il y a un premier élément de calcul écologique qui est qu'on définit, du point de vue des différentes dimensions écologiques, un espace de déploiement d'une activité économique pour un territoire donné, à l'échelle nationale, mais ensuite ça se décline sur les différents territoires. Et puis il doit y avoir aussi une démarche plus bottom-up, d'évaluation au niveau des forêts, des systèmes de bassins versants, etc., de qu'est-ce qui est finalement un calcul écologique pertinent au niveau local. Donc ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, c'est le moment, je l'ai expliqué, de l'investissement, de la socialisation de l'investissement et du déploiement de l'action publique à travers les grandes entreprises publiques. Et bien là, on déploie un peu comme on le fait aujourd'hui. Il n'y a pas de grande nouveauté. Si ce n'est que plutôt que d'avoir BlackRock qui pilote principalement l'investissement, eh bien on va avoir des banques de développement qui vont appliquer des politiques de crédit définies conjointement avec la Banque centrale. Donc le calcul économique reste un calcul monétaire. Les gens vont continuer à avoir un salaire, etc. Alors ça ne veut pas dire que l'horizon ne peut pas être une extension de la gratuité. J'ai parlé tout à l'heure de services publics. Les services publics, l'élargissement des services publics, ça peut être une logique d'extension de la gratuité. On a parlé aussi de soutien aux initiatives locales. On peut imaginer que les communs ou des choses comme ça se développent et se substituent. Mais il reste des éléments de calcul économique sous forme monétaire relativement classique. Ceci étant néanmoins subordonné à un calcul politique qui est celui de la délibération. D'accord. Donc, il faut absolument viser une économie décarbonée et on serait curieux de connaître votre avis sur le nucléaire. Je n'ai pas d'avis particulier, c'est-à-dire que je ne suis pas expert du sujet, j'entends les avis des uns et des autres. Je suis effrayé à l'idée d'être victime d'un accident nucléaire, évidemment. D'un autre côté, il semble que statistiquement, ça ne soit pas si important que ça. En tout cas, j'ai pas un avis très original, quoi. Voilà. Pas informé, pas particulièrement informé. Et alors, comment, on approche de la fin, là, j'ai regardé le temps, comment faire advenir au plan politique, finalement, cette bifurcation? Alors, c'est le chapitre caché, celui qu'on voulait écrire, et puis, en fait, il n'est pas vraiment caché, qui n'est pas écrit, quoi. Alors, on ne l'a pas écrit parce que, finalement, c'est un très gros dossier. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui ont lieu là-dessus, sur le type de bloc, finalement, sociopolitique qui permettrait de faire advenir cette demande écologique et ces institutions écologiques. Alors, on esquisse néanmoins la discussion en conclusion du livre et on pose le problème. Le problème est un problème, finalement, d'hégémonie.
Comment on fait pour faire advenir un bloc hégémonique qui porte ses priorités écologiques et qui soit susceptible de les mettre en œuvre. Alors, on peut raisonner de manière simpliste, mais c'est peut-être déjà faire un premier pas pour aller dans cette direction. Raisonner de manière simpliste autour de 3 blocs. Il y a un bloc qui est le bloc de la finance. Le bloc de la finance, le bloc des propriétaires du capital, est massivement hostile à la bifurcation écologique. Il est massivement, pas unanimement, certains secteurs peuvent y avoir avantage, mais ils sont très minoritaires. Pourquoi? Parce que la bifurcation écologique implique la dévalorisation massive de nombreux capitaux. Des investissements qui ont été réalisés ne seront pas valorisés. Des puits de pétrole doivent être fermés, des raffineries doivent être fermées, des infrastructures aéroportuaires doivent être fermées. Donc tout ça, c'est de l'argent qui a été investi, des gens qui comptent des rendements là-dessus, qui seront perdus. Donc il y a une forme d'hostilité du capital très importante et des plus riches qui dérivent leurs revenus principalement de revenus financiers à cette bifurcation écologique. Par ailleurs, ces classes les plus riches sont aussi les plus capables de se protéger des conséquences de la crise écologique. Donc il y a peut-être moins de soutien de ce côté-là. Il y a du côté des cadres, des organisateurs. Ouais. Particulièrement dans le secteur public, mais aussi en grande partie dans le secteur privé, de plus en plus de personnes qui manifestent plus qu'un inconfort, une véritable inquiétude quant aux actions concrètes qu'ils sont en train de mener, d'organiser dans ces organisations, du point de vue de leur impact écologique. Et on voit se manifester, c'est le cas des étudiants des grandes écoles, on sent un peu cette chose qui arrive, qui est en train de monter. Et ces organisateurs, finalement, sont ceux qui sont aux premières loges des destructions écologiques, qui sont les premiers conscients du lien entre les décisions prises et leur impact, et finalement sont ceux qui, peut-être, auraient le moins à perdre de la bifurcation, parce qu'ils seraient aussi amenés à jouer un rôle de pilotage dans celle-ci. Et donc, l'idée qu'aujourd'hui, puisse y avoir une crise au niveau de la technostructure par rapport à la bifurcation écologique nous semble extrêmement important. Pour prendre le cas de la France, ce qui s'est passé autour du rapport Pisani-Ferry qui a été réalisé il y a quelques mois, c'est un rapport qui met en avant en fait, la nécessité d'une planification écologique et qui dit qu'il va falloir avoir des actions extrêmement vigoureuses, extrêmement importantes, avec y compris des éléments de taxation sur les plus riches très importants. Alors il y a des limites dans ce rapport, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est quand même une rupture avec le discours général. Eh bien, celles et ceux qui ont contribué sont des hauts fonctionnaires pour la plupart, et à l'occasion de ce rapport, il y a une forme de conscience qui a émergé parmi eux finalement de l'incurie des politiques aujourd'hui menées. Et donc là, on pense qu'il y a une partie de la technostructure, en particulier du public, mais aussi parfois du privé, qui est susceptible d'être réceptive au discours sur la bifurcation écologique et la nécessité de planification. Et puis enfin, il y a les classes populaires. Et les classes populaires, aujourd'hui, elles sont ambivalentes. D'un côté, elles sont les plus exposées à la dégradation écologique. La crise écologique est aussi une crise sociale, il y a des discriminations environnementales extrêmement importantes, les plus pauvres sont les plus exposés aux pollutions. Donc il y a vraiment une dimension sociale dans la bataille écologique. Pourquoi? Parce que la justice environnementale est quelque chose qui est loin d'être réalisé. Non seulement il y a des dégradations écologiques en général, mais les injustices environnementales sont très inégalement réparties. Donc là, il y a bien une matière à mobilisation populaire sur les questions écologiques. Mais il y a évidemment une autre dimension. Et l'autre dimension, c'est que les classes populaires sont les plus exposées au changement économique. Et dans un tel contexte, elles sont vulnérables à une perte d'emploi, à une perte de revenus, à des dépenses qui devraient être assumées par des ménages qui seraient trop importantes par rapport à leurs revenus. Et donc, il y a une forme de réticence sur ce plan-là. Et donc, on conclut le livre en disant, eh bien, la planification écologique sera sociale ou ne sera pas, c'est-à-dire que soit il y aura des garanties qui seront apportées aux classes populaires, soit celles-ci resteront défiantes par rapport à la planification écologique, et la forme d'alliance qui pourrait émerger entre technostructure et classes populaires sur la planification écologique n'aura pas lieu. Alors, dans le livre, on traite un petit peu de cette question en évoquant une des garanties qui, à notre avis, est essentielle pour gagner l'adhésion des classes populaires. C'est sur la question de l'emploi. La peur d'un chômage technologique associé à la bifurcation écologique est très importante, parce que souvent il y a des bons jobs qui sont syndiqués, avec des garanties sociales qui existent et qui sont associés au secteur carboné, typiquement dans l'automobile. Eh bien, une des manières de gagner le soutien des classes populaires là-dessus, c'est d'apporter ce qu'on appelle une garantie de l'emploi, la garantie de l'emploi. Et cette thèse de la garantie de l'emploi est une thèse qui est défendue depuis longtemps par des économistes post-keynésiens, mais nous on met vraiment l'accent dessus en disant c'est une précondition pour pouvoir construire une coalition susceptible d'être majoritaire et de mettre en place la planification écologique. Donc voilà, la planification écologique est
d'abord effectivement une prise en compte de la contrainte écologique. C'est bien cette entrée-là que l'on suit pour critiquer le capitalisme vert et esquisser une alternative. Mais il est très important de souligner le fait que sans articulation à une politique sociale, et en particulier à des garanties sociales fortes, eh bien, celle-ci ne pourra pas advenir. Très bien, on est arrivé, il est 15h48. J'avais une dernière question, pas forcément pertinente, mais je me demandais, vous avez écrit différents bouquins, publié différents articles, donc En finir avec l'Europe, le capital fictif, techno-féodalisme, et puis maintenant, comment bifurquer? Est-ce qu'il y a une suite logique qui fait que vous avez décidé avec votre collègue de publier ce livre maintenant? Oui, enfin, la suite logique, c'est le capitalisme. Moi, je travaille sur le capitalisme contemporain. Et le capitalisme, fondamentalement, c'est la dynamique du profit, les contradictions qui sont associées. Et je les suis dans différents domaines. Voilà. Donc, c'est un peu ça mon fil rouge. Alors, de quelle façon l'enjeu de planification s'est affirmé? Ça fait longtemps qu'on travaille dessus avec Razmig. On a organisé un colloque dès 2017 sur cette question-là. On a eu un séminaire pendant 2 ans. Donc on a vraiment beaucoup échangé. Puis ces 4 dernières années, voilà, on s'est attaché à la rédaction avec aussi un sentiment d'urgence, tout simplement. On a l'impression qu'il y a une forme d'irresponsabilité un peu de notre génération par rapport à ce qui est en train de se passer, d'absence de prise au sérieux ou d'insuffisante prise au sérieux de ces enjeux-là. Et donc on a voulu contribuer à essayer d'ouvrir la discussion, d'élargir la discussion sur cette urgence écologique. Très bien, merci beaucoup.